En 1914, Léonard agrandit à nouveau ses bureaux, sans savoir qu'il ne pourra pas y poursuivre ses activités pendant 4 années. Il ne va pas loin, en installant sa société d'importation et d'exportation de perles fines au 18 rue Lafayette. Dans sa 40e année, Léonard aurait pu être exempté s'il avait eu 4 mois de plus. Comme ses frères, il est enrôlé sous les drapeaux. Toutefois, il ne restera pas longtemps dans la 22e section des commis et ouvriers d'administration où il est affecté. Avec l'aide d'un ami, le général Malter, il obtient de pouvoir quitter ses tâches administratives pour des responsabilités plus utiles. Il peut diriger l'atelier travaillant pour l'armée qu'il vient d'acquérir dans la rue de Belleville. Sur cette photo, Victor se fait conduire, mais il devient le chauffeur d'un général avec lequel il partira au front en première ligne des combats, ce qui lui vaudra la Croix de guerre, puis sa nomination à l'ordre de la Légion d'honneur. Quant à Adolphe, il rejoint son unité avec son chien au volant de sa Delahaye. Il n'a pas oublié son appareil Vérascope qui permettra de témoigner de ses actions et de celles de ses frères sur les terrains d'opération, dans des villes en ruine et même dans des tranchées. Les compétences photographiques d'Adolphe ne servent pas seulement à conserver le souvenir de ces années difficiles. Il est affecté au service photographique aux armées, néanmoins, il recevra également la Croix de guerre. Léonard agit aussi à titre personnel au-delà des ventes de charité qu'il finance. Il transforme sa villa de Vilaine en centre d'accueil, de soins et de rééducation de blessés et de mutilés de guerre. Il paye lui-même les équipements, les médecins et les infirmières. Son épouse Jeanne participe devenant bénévolement l'une d'elles. En 1914, Léonard fonde la Société française de lutte contre l'alcoolisme avec un ami militant. Rencontrant même le ministre de la guerre, il le persuade d'interdire l'alcool dans les armées. La guerre prend fin et la France peut revivre. Les femmes retrouvent leur beauté mise en valeur par leur parure. La société Léonard Rosenthal et Frères reprend ses activités et son développement. La mode fait un grand usage des colliers de perles. En 1925, l'exposition des arts décoratifs modernes amplifie cette tendance. Léonard fait partie du jury. 3 joailliers, Cartier, Mauboussin et Boucheron, exposent leurs créations influencées par l'art déco. La femme s'est émancipée et a changé de style vestimentaire. Les joailliers ont dû s'adapter pour leur fournir des bijoux pratiques et confortables, de forme simple et composés de matières luxueuses. Les frères Rosenthal n'ont pas adopté les tenues vestimentaires de leurs plus riches clients, mais leur fortune leur permet désormais de se rapprocher de leur mode de vie. La grande synagogue de la rue de la Victoire est à nouveau le cadre d'un mariage dans la famille. Pour sa fille, Blanca, Victor a choisi le frère d'Albert, son associé et ami. Il y a encore plus de monde, de perles et de gemmes que pour le mariage de Léonard. Victor a convié tous ses amis Maharaja. Bientôt arriveront à l'hôtel Continental, en face du jardin des Tuileries, plus de 2000 personnes qui se presseront dans le salon impérial. Après la joie familiale, c'est la peine. Les frères et sœurs enterrent Michel, leur père, qui a choisi pour eux le destin qu'ils se sont forgé. La famille de Léonard déménage à nouveau pour s'offrir un hôtel particulier, situé dans un cadre verdoyant et calme. Il est en bordure du parc Monceau, à côté des luxueuses demeures d'autres familles fortunées et célèbres. L'une des façades de ce bâtiment de style néoclassique est face au parc. L'entrée sur la façade perpendiculaire se trouve rue Ruisdael. Les écuries ont été transformées en un garage où Léonard peut garer sa nouvelle Rolls.
Les salons de Jeanne et Léonard sont le cadre de soirées mondaines musicales. Jeanne a un talent de cantatrice qu'elle ne montre pas sur scène, mais a des invités choisis. Elle interprète notamment des mélodies de forêt. Elle présente parfois des amis qui ont aussi de belles voix, mais les mettent à profit professionnellement. De jeunes musiciens viennent parfois les accompagner. C'est le cas de 2 amis d'origine russe qui jouent également en duo. Nathan Milstein, violoniste, est originaire d'Odessa. Vladimir Horowitz, pianiste de Kiev. Chacun des 3 frères possède une luxueuse automobile. La Rolls d'Adolphe fait la fierté de la famille, en particulier des enfants. À leur tour, Adolphe et Victor acquièrent chacun une résidence secondaire. Pour le premier, c'est une propriété au Touquet Paris-Plage. Pour le deuxième, c'est le manoir de Courcelles à Gif-sur-Yvette dans la vallée de Chevreuse. Un commissaire aux guerres de Louis XIII l'avait fait construire en 1638. Plus grand et d'un style correspondant mieux au nouveau standing de la fratrie que la villa villénoise, ce petit château prendra son relais pour les réunions familiales. Sur cette photo, Victor est avec sa fille Blanca et son époux. Pour accueillir la famille aussi bien en hiver qu'en été dans les Alpes, Léonard achète une bâtisse encore plus ancienne, la tour de Blaye à Megève, une maison forte du XIe siècle. Il fera également construire un chalet. Diverses photos gardent le souvenir d'excursions familiales. L'une d'elles, sur la mer de glace, a été particulièrement acrobatique, sans équipement spécifique. Plusieurs membres de la famille pratiquaient le ski, sans remontée mécanique à cette époque. Léonard fait installer une patinoire et une galerie commerciale dans son sous-sol. Il réalise une opération immobilière en acquérant un grand terrain qu'il lotit après y avoir construit un court de tennis. Ce quartier, comprenant des chalets, des maisons et un hôtel, prendra le nom lotissement Rosenthal. Léonard joue au golf, ainsi qu'Adolphe. Toutefois, les principales activités sportives d'Adolphe et de Victor concernent les chevaux dont ils sont familiers depuis leur jeunesse dans le Caucase. Leurs montures ne sont plus de la race cabarde et ne vivent pas en liberté. Adolphe dispose d'écuries au Touquet. Victor possède, avec le marquis de Santigny qui le monte, un cheval auquel il a donné le nom d'un héros d'un roman de Kipling. Cet équidé vit et est entraîné dans un haras de Normandie. Les chevaux que monte Victor sont ceux avec lesquels il joue au polo, aussi bien sur le terrain de Bagatelle à Paris qu'en Inde. Dans 3 ouvrages publiés de 1924 à 1928, Léonard donne des conseils issus de ses expériences d'entrepreneur et de bâtisseur. Dans la préface du deuxième, il explique comment il délivre ses idées le soir. Au lit, le plus souvent à 20h30, il dicte alors à son secrétaire des fragments de chapitres qui se soudront ensuite entre eux. Léonard ne réserve pas tout son argent pour lui et sa famille. Il en consacre une partie à des actions humanitaires s'intéressant aussi bien à l'éducation des jeunes défavorisés qu'aux travaux des scientifiques les plus célèbres. En 1908, Léonard crée avec un ami une première école pour la formation professionnelle de jeunes gens nécessiteux et méritants. Le nom qu'il lui donne est le prénom de sa mère, comme sa fondation qui est destinée à aider les malades de la tuberculose sans ressources. Léonard pourra célébrer le 20e anniversaire des fondations Rachel. Quant aux écoles, elles seront toujours actives pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la première, l'école, créée à Montrouge pour l'enseignement de l'électromontage, accueille des combattants mutilés pour des cours gratuits de mécanique, d'électricité et de ferblanterie. En janvier 1919, Léonard y accueille les dirigeants de la Croix-Rouge américaine. Il affecte alors aux veuves et aux orphelines de guerre la deuxième école Rachel qu'il avait créée dans un bâtiment historique de l'île Saint-Louis. En 1926, l'école s'installe dans des locaux d'une ancienne école de la ville, de la rue Quinault, dans le quartier de Vaugirard. Ils sont plus vastes et conviennent mieux à la diversification des formations.
Les ateliers de couture forment des giletières et des culottières, à côté de l'enseignement ménager, de l'entretien du mobilier et du repassage. Les techniques enseignées sont variées, montage de parapluies, gravure de musique et polissage de bijoux. Un laboratoire de chimie industrielle et un atelier d'électronique sont également créés. Ces domaines scientifiques et industriels existent encore de nos jours, contrairement à d'autres. C'est le cas de la retouche de clichés photographiques, mais cet atelier était prémonitoire. Aujourd'hui, dans le bâtiment de cette école Rachel, autour de sa cour, se trouve le lycée Brassailles qui dispense des formations au métier de la photographie. Le domaine de la mode féminine qui utilise et met en valeur les créations au moyen des produits dont Léonard fait le négoce est l'objet d'une aide financière de sa part. Il institue en 1927 un grand prix de l'élégance pour récompenser les ouvrières d'une maison de couture. La première édition se déroule dans le Grand Palais. À l'issue du concours, c'est la maison Jenny, représentée par la robe portée par Pepa Bonafé, qui gagne le prix. Léonard remet à celle-ci le chèque de 50 000 francs promis pour les ouvrières. Jenny, sacerdote, est une couturière dont les créations sont alors très appréciées. Elle avait créé sa maison de haute couture en 1909 après avoir travaillé chez Jeanne Paquin, qui possédait aussi une propriété à Vilaine, non loin de celle de Léonard. Dans son journal littéraire, Paul Léotot mentionne que Léonard est venu plusieurs fois en aide à des écrivains nécessiteux. En fait, les bénéficiaires sont surtout des écrivains faisant partie des émigrés russes qui l'aident à vivre à Paris. Il peut aussi supprimer la pension alimentaire mensuelle de l'un d'eux avec lequel il se fâche. Léonard subventionne la recherche scientifique. En 1924, il fait don d'1 million de francs dont les intérêts annuels seront attribués chaque année à de jeunes savants présentés par des membres d'un comité ou des maîtres qualifiés apportant leur garantie. Il est le meilleur ami de Jean Perrin, qui obtient le prix Nobel de physique en 1926 pour ses recherches sur la structure discontinue de la matière. Léonard participe au financement de son nouveau laboratoire, comprenant un puits à l'abri des rayons cosmiques ainsi qu'une coupole astronomique. Le physicien créera en 1937 le Palais de la Découverte à proximité de l'avenue dont il sera bientôt question. En 1927, Léonard crée la Fondation Rosenthal contre le cancer, à laquelle il affecte 1 autre million de francs. Ce financement est destiné à des recherches que mèneront en commun l'Institut Pasteur et l'Institut du Radium sur l'éventuelle hérédité du cancer. Le laboratoire Rosenthal, hébergé par la Fondation Curie, est dirigé par une chercheuse d'origine russe née à Kiev. Léonard est devenu très proche de Marie Curie, mais il ne réussira pas à la faire siéger dans le comité de sa fondation. Néanmoins, il est invité à séjourner avec son cercle d'amis scientifiques dans les côtes du Nord, en face de l'île de Bréhat. Les familles Curie, Joliot-Curie, Perrin et Langevin y possèdent des maisons voisines les unes des autres, de sorte que ce lieu a été nommé Sorbonne-Plage. Léonard passe des vacances avec ses 3 enfants, bientôt dans l'âge adulte, sans savoir que les circonstances de sa vie l'éloigneront bientôt d'eux et de leur mère. En effet, un coup de foudre va déchirer sa première famille. Un soir de février 1920, une inconnue nommée Marie, mais se faisant appeler Marat, se présente à l'entrée de l'hôtel particulier du parc Monceau, affamée et transie de froid. Léonard accueille avec son épouse Jeanne cette jeune femme russe qui n'est pas arrivée par hasard. Alors qu'elle ne trouvait pas un nouvel engagement dans un cabaret de Pigalle pour présenter ses chansons tziganes, une amie lui a conseillé d'aller voir le bienfaiteur des émigrés russes. Dès les jours suivants, elle se produit devant les invités des dîners de Jeanne. Elle raconte sa fuite de Riga, la capitale de la Lévonie devenue la Lettonie, avant même la prise de pouvoir par les bolcheviks. Elle est partie avec son jeune enfant vers Rostov-sur-le-Don, où elle a vécu des aventures rocambolesques en compagnie de militaires français envoyés en mission dans la région. Après 2 années en Crimée, elle put enfin rejoindre Paris. À Montmartre et à Pigalle, elle trouva quelques ressources
en chantant dans des cabarets russes où se retrouvent des émigrés nostalgiques de leur pays, dont certains autrefois très riches ont tout perdu. Une nouvelle vie commence pour elle et pour Léonard qui l'emmène dans ses voyages, une fois à Venise. Il la loge dans un appartement de l'avenue Bugeaud, passant encore ses soirées et ses nuits dans son hôtel particulier. En novembre 1926, Marat met au monde leur fille qui perpétuera le prénom Rachel dans la descendance de Léonard. Ils devront attendre une dizaine d'années pour que Jeanne accepte le divorce afin d'officialiser leur union, alors que Rachel grandit, faisant la joie de ses deux parents. Tous les trois s'installent dans un nouvel hôtel particulier que Léonard a fait construire par l'un de ses architectes favoris dans la rue d'Aune, une voie privée du 16e arrondissement, accessible par l'avenue Bugeaud. Léonard a fait appel à un décorateur renommé, il y reçoit ses amis, mais la cantatrice n'est plus Jeanne. Marat chante des chansons de son répertoire tzigane et joue du piano. Dans une petite dizaine d'années, les possesseurs d'un phonographe pourront les écouter chez eux, car Léonard les fera graver sur des disques. Léonard passe toujours des vacances à Megève, mais avec Marat et Rachel, non loin de sa première famille, ayant fait construire un chalet pour Jeanne. Il a aussi choisi une autre destination, à proximité d'une autre chaîne montagneuse, mais sur la côte de l'Atlantique. Près de Saint-Jean-de-Luz, la maison qu'il loue à Urugne porte le nom basque de 3 pics des Pyrénées que l'on y voit. Comme dans toutes les familles, en vacances, les journées se passent à la plage. Rachel a 7 ans lorsque ses parents peuvent se marier. Elle fait alors une démonstration d'une danse qui lui a été enseignée par une femme russe, maîtresse de ballet de l'opéra et des ballets russes. Cette discipline orientera son avenir, mais elle s'éloignera du style classique. La promenade élégante des Champs-Élysées, bordée d'hôtels particuliers entourés de jardins que les Parisiens fortunés remontaient en calèche pour aller respirer l'air du bois de Boulogne, est déjà devenue une avenue urbaine où se sont installés des commerces de luxe, des immeubles de bureaux et des magasins de constructeurs d'automobiles. Voulant faire des Champs-Élysées le centre de la vie élégante de Paris, Léonard fonde en 1920 la Société des grands immeubles, dont l'objet sera précisé par le nom La Foncière des Champs-Élysées. Il profite des compétences d'Adolphe, son frère ingénieur, en le faisant collaborer dans cette nouvelle activité destinée à rénover et à développer l'habitat et les commerces des Champs-Élysées. Cette société immobilière deviendra rapidement la plus importante d'Europe après avoir acquis 26 immeubles et établi des baux de longue durée pour de nombreux autres. Les 2 galeries commerciales dont Léonard a conçu et financé la construction ainsi que la décoration marquent le début de la transformation de l'avenue avec l'implantation de commerces de luxe. Léonard acquiert en 1924 l'hôtel particulier de Georges Dufayel, propriétaire des grands magasins portant son nom. Il a l'idée de créer un passage, comme ceux des grands boulevards, sur son terrain dont la largeur n'est que de 34 mètres. Les arcades des Champs-Élysées, qui existent toujours, ont conservé les éléments de la décoration d'origine, à part 2 fontaines de la Ligue Covasque lumineuse. La galerie n'a plus la splendeur qu'elle avait lors de son inauguration, mais elle mérite une visite. Des parterres fleuris d'arabesques étaient entourés d'appartements et de commerces de luxe. Un café disposé d'une terrasse qu'il faisait parfois animer par un orchestre de jazz. Les photos d'un bel ouvrage que Léonard a fait éditer peu après l'ouverture nous restituent la décoration de style art déco. Murs couverts de marbre blond et noir, appliques en bronze et vert de René Lalique, colonnes de marbre rouge aux chapiteaux dorés, gigantesques et élégantes verrières. Au sous-sol, Léonard installe un institut de beauté, un hammam, une salle d'escrime et un restaurant.
Un cabaret et une piscine chauffée seront le cadre de ballets nautiques et de fêtes vénitiennes. Cet espace aquatique et une plage artificielle donneront à cette galerie le nom Lido, qu'elle eut pendant un temps. Celui-ci disparaîtra après que le célèbre cabaret qui y avait été créé avec sa troupe de danseuses ait déménagé en 1977 vers un autre immeuble construit un peu plus loin par Léonard. Après la réussite de cette réalisation, Léonard veut renouveler l'opération pour rentabiliser d'autres immeubles qu'il a acquis. Cette deuxième galerie nommée Les Portiques est inaugurée en avril 1928. Elle est accessible depuis les Champs-Élysées par 2 passages. Ceux-ci sont ouverts entre les vitrines de 2 magasins d'automobiles. L'architecture, composée d'un atrium au rez-de-chaussée et d'un étage où se trouvent les commerces, éclairés par une grande verrière, préfigure celle de nos centres commerciaux. Les 2 escaliers ne sont pas déjà mécaniques. Malheureusement, cette deuxième galerie n'aura pas le succès de la première.